grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Shenni Beri. Halud Mauni. Shenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso créent l'Alliance des États du Sahel. Les trois pays ont signé ce samedi 16 septembre la charte du Liptako Gourma. Objectif, établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle. Quelle analyse de cette alliance sera-t-elle enfin la solution à l'insécurité dans ces pays membres? Quelles relations ces États pourraient entretenir désormais avec leurs voisins? Studio Tamani pose le débat aujourd'hui avec nos invités. Ngolo Diarra, enseignant-chercheur à la faculté des sciences administratives et politiques. Il est analyste politique. Paul Oula, analyste des questions sécuritaires, et maître Cheikh Oumar Konaré, qui sera au téléphone, également analyste politique. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce grand dialogue. Le grand dialogue. Merci, chers invités, d'être là. Alors, une première lecture de cette alliance des États du Sahel qui a été, en tout cas, mise sur le fond baptismaux ce samedi 16 septembre. Monsieur Ngolo Diarra. D'abord, une pensée à tous ceux qui ont laissé leur vie pour la défense de la patrie, et ensuite, dans cette guerre contre le terrorisme, que leur âme repose en paix. En tout cas, il faut quand même reconnaître que votre question, on peut placer votre question dans le cadre de la coopération régionale de lutte contre le terrorisme. Ça, on peut placer la question ici. Il faut quand même reconnaître que l'alliance, là, c'est conforme au droit international. Et voilà, c'est un genre d'organisation. L'Organisation des Nations Unies ne fait pas abstraction à la chose. Et il faut quand même rappeler que l'article 52, 53, 54 de la Charte des Nations Unies autorise la création de ces organisations au nom de la légitime défense individuelle et collective. Et plus précisément, l'article 51 parle de cela. Alors, le droit naturel à la légitime défense individuelle et collective. Si ces trois États se donnent la main pour faire face à ces situations, alors donc c'est une solution. C'est bénéfique pour ces trois États. D'accord. Paul Oula, quelle lecture faites-vous de la création de cette alliance? Ok, merci M. Gazigo. Bon, moi, je pense que d'abord, c'est une très bonne initiative. Ce n'est pas la première. Je pense que depuis le 7 décembre 1970, il y a eu la mise en place d'une première organisation qui était à l'époque appelée l'autorité du Liptako Gourma, qui était à l'époque placée sous l'égide des trois présidents, Lamizana et puis Feu Général Moussa Traoré et puis l'autre Nigérien. Ensuite, il y a eu d'autres tentatives dans la même localité pour essayer de contrer les menaces terroristes, les menaces et tout type d'insécurité, notamment l'insécurité alimentaire et puis la sécheresse, bien évidemment. Et après cela aussi, il y a eu d'autres tentatives avec le feu président ATT, qui était à l'époque appelé CEMOG. Et on a vu cette organisation, si on peut le dire, est mort-née, si on peut le dire, voilà, n'a pas vu le jour comme on le souhaitait. Et ensuite, il y a eu le G5 Sahel qui est récent, voilà, qui est aussi une organisation régionale qui englobait à l'époque les 5 pays du Sahel qui luttaient contre le terrorisme. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'assister aussi à la mise en place d'une nouvelle organisation régionale qui regroupe les 3 pays sahéliens pour lutter contre le terrorisme. Est-ce que les objectifs et les circonstances de la création de ces organisations ne diffèrent pas? Oh, oui, parce qu'aujourd'hui, la création de cette organisation intervient à un moment où les 3 pays traversent à peu près les mêmes types de crises. C'est-à-dire, nous avons la crise sécuritaire, en l'occurrence la lutte contre l'insécurité, le terrorisme. Et ensuite, ces 3 pays sont en transition. Donc, c'est des raisons sécuritaires qui ont coûté au fauteuil présidentiel de tous ces présidents déchus. Et nous avons eu aujourd'hui la chance d'avoir ce qu'on appelle 3 militaires à la tête de ces trois pays. Et ensuite, il faut aussi questionner l'historique
qui a amené cette organisation. Nous savons que ces 3 pays, à l'époque, étaient occupés par des forces étrangères, plus précisément la France et les États-Unis. Et le déclic est parti du Mali. Quand le Mali s'est débarrassé, ce même vent a commencé à souffler au Burkina. Et actuellement, c'est au Niger. Il faut aussi placer aujourd'hui cette organisation dans un contexte de changement de paradigme. D'accord, nous allons en parler tout de suite. Ça, c'est quel changement de paradigme voulez-vous parler? Vous allez nous développer ça tout de suite. Maître Cheikh-Oumar Konaré, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, votre lecture, votre analyse de cette nouvelle alliance au Sahel, les 3 États, le Mali, le Burkina et le Niger, qui unissent leurs forces pour une défense commune de leur territoire. Bonjour à tous. Ce que je retiens, c'est qu'aujourd'hui, on se dirige vers une véritable alliance, c'est-à-dire une alliance efficace. N'oubliez pas que la nouvelle alliance fait suite à l'échec de 2 autres. D'abord, le CEMOC, qui était dirigé par l'Algérie et qui réunissait des États du Sahel au sein du président ATT pour lutter contre les terroristes. Ensuite, le G5 Sahel, qui est mort de sa belle mort. Et ces 2 organisations qui peuvent être considérées comme les ancêtres de la nouvelle alliance sont mortes parce que en réalité, elles ont manqué d'ambition et de moyens. Et ces moyens ne pouvaient pas venir parce que c'était un marché de dupes. L'Algérie, qui était le grand Manitou du CEMOC, n'a jamais voulu que le CEMOC marche véritablement. Et l'Algérie se méfiait du Mali parce qu'on était trop proche des puissances occidentales, dont la France. Le G5 Sahel ne pouvait pas marcher parce que les Occidentaux ne pouvaient pas laisser le G5 se montrer efficace. La conséquence d'une efficacité du G5 aurait été l'inutilité des forces occidentales déployées au Sahel. Si le G5 avait été efficace, on n'aurait plus besoin de Barkhane, on n'aurait plus besoin de Takuba, on n'aurait plus besoin de la MINUSMA. Donc, il ne fallait pas laisser au G5 les moyens de son efficacité. D'où le G5 est mort de sa belle mort. La nouvelle alliance a cela d'important que c'est le creuset des ambitions existentielles des 3 pays. Chaque pays sait que si cette nouvelle alliance ne marche pas, c'en est fini de la coopération frontalière, c'en est fini peut-être du bon voisinage, c'en est fini de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. 2. La continuité territoriale entre les 3 États fait qu'on peut poursuivre les terroristes un peu partout sur les 3 territoires et les terroristes n'auraient plus de refuge dans aucun de ces 3 territoires. Et troisièmement, le fait que les 3 pays s'unissent sous la bannière de la Russie, parce que c'est le cas de le dire, peut-être la Russie qui implique tout cela, le fait que ces 3 pays s'unissent leur donne les moyens donc, de donner des garanties financières à la Russie moyennant la remise d'armements, de technologies de pointe pour lutter contre les terroristes. Et le fait que les moyens seront donnés par les 3 pays eux-mêmes, donc va donner une certaine indépendance à cette nouvelle alliance dans la conduite de la guerre contre les terroristes. Et pas seulement contre les terroristes. Ce sera une guerre aussi livrée aux groupes armés rebelles qui sévissent sur les territoires, notamment du Mali et du Niger. Donc
Donc, moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup d'espoir. Je porte beaucoup d'espoir sur cette alliance. Et j'espère simplement qu'elle va être aidée dans sa mission par 2 pays frontaliers dont la situation n'est pas très claire. Je vais parler de la Mauritanie et je vais parler de la très puissante Algérie. Il va falloir mener une diplomatie qui convainc ces 2 pays vraiment d'appuyer l'action de l'Alliance. Sans quoi, il y aurait toujours une brèche par laquelle les terroristes vont s'échapper. D'accord. Merci, Maître Cheikh Oumar. Nous allons vous revenir tout de suite. Monsieur Ngolo Diarra, Maître Cheikh Oumar disait tout à l'heure que les précédentes organisations qui avaient pratiquement les mêmes objectifs, le CEMOC, le G5 Sahel, alors ils ont échoué parce qu'elles ont échoué plutôt parce qu'elles n'avaient pas les moyens de leurs ambitions. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que cette organisation, cette nouvelle alliance a les moyens de ses ambitions ou bien il faudra qu'elle compte sur d'autres partenaires internationaux? Ok, ces États n'ont pas vraiment le choix, c'est de se donner vraiment la main pour faire face à la situation. Ces États vont d'abord, la première des choses, ils vont vraiment se défendre avec les moyens dont ils disposent. Bon, il se peut qu'il peut y avoir des partenaires fiables qui pourront les aider dans ces situations. En tout cas, c'est une très bonne chose parce que ces États sont victimes de mêmes situations et les cas s'arrangent beaucoup, les cas maliens, si les 2 autres États vraiment arrivent vraiment à coopérer bien avec le Mali. Vous savez, l'enjeu est très énorme chez nous, c'est très très énorme chez nous et nous avons effectivement les groupes armés séparatistes, effectivement, et il y a trop de tensions et vous avez vu que l'article 6 de la dite organisation est très clair de cela. Si la souveraineté d'un de ces États vraiment est menacée, il va de soi que les autres États vraiment cherchent à les défendre. Donc les moyens économiques, c'est des pays qui sont vraiment suffisamment riches en matières premières. Leur sous-sol, c'est vraiment bien. Donc ils pourront trouver d'autres partenaires qui pourront les aider pour faire face à ce défi. Pourtant, ils n'ont pas réussi, malgré cette richesse de leur sous-sol, ils n'ont pas réussi dans le G5 Sahel. Qu'est-ce qui explique cela? Qu'est-ce qui fonde votre optimisme? Oui, tout à fait. Le G5 Sahel, le régionalisme sécuritaire, le projet de résolution pour la création du G5 Sahel a été vraiment présenté au Conseil de sécurité par Paris, alors que voilà, Paris ne fait pas bon ménage avec les autorités actuelles en la matière. Et cela a fait que les États, effectivement, n'avaient pas la volonté, j'ai parlé de questions de volonté, la volonté de coopérer manquait beaucoup. Mais dans ces cas pareils, il y a les motivations subjectives aussi, en plus des motivations objectives que j'ai eu à dire. Et il faut quand même reconnaître que ces 3 pays-là font face à des menaces de la CEDEAO, question d'intervention pour restaurer la démocratie. Alors ici, c'est les réalités qui sont engagées, donc ils vont vraiment coopérer de façon volontaire, de façon engagée pour faire face. Parce que l'espace quand même de G5 Sahel, voilà, c'est par rapport à leur espace, et c'est la zone des 3 frontières, donc ça serait très facile la coopération entre ces 3 États. Alors Paul Oula, comment faire en sorte pour que cette alliance n'échoue pas, on ne fait pas l'oiseau de mauvais augure même, puisque nous avons vu l'expérience avec le G5 Sahel et d'autres organisations. Comment éviter que ça soit comme pour ces organisations précédentes? Okay. D'abord, l'échec du G5 Sahel est dû à 2 choses. La première, c'est que c'était une création française. Le G5 est réellement une émanation française. Alors, les recettes stratégiques proposées par cette organisation n'étaient pas en adéquation avec les défis structurels. Premier aspect. Le second aspect, c'est quoi? C'est que quand vous essayez de voir, le G5 Sahel a été buté à un problème de financement. Vous n'êtes pas sans savoir. Ça, c'est des éléments factuels qui ont c'est-à-dire, concouru à la désuétude de cette organisation. Alors, aujourd'hui, ces 3 organisations ont une chance de réussite. C'est quoi? C'est que quand nous essayons de voir, ces 3 États sont animés par un sentiment, si on peut le dire, russophile. Un sentiment philo-russe. Ça veut dire, d'une part,
aujourd'hui que tous ces 3 pays sont consentants à entreprendre une relation stratégique, militaire, sécuritaire, de développement avec la Russie, qui aujourd'hui ne s'entend pas avec les anciens partenaires. Est-ce que vous avez vu? Et aujourd'hui, la Russie a aussi besoin de se repositionner au Sahel parce que les Occidentaux ont échoué. Ce qui veut dire aujourd'hui que ces 3 pays ont une chance à avoir une relation avec la Russie. Premier aspect. Deuxième aspect, c'est que ces 3 pays sont aussi confrontés aux mêmes défis. Sur le plan historique et sur le plan géographique. C'est des pays sahéliens, c'est des pays qui sont immensement riches, qui détiennent des ressources naturelles incommensurables. Et ensuite, lorsque ces pays vont se repositionner après la lutte sécuritaire, bien évidemment, ils vont commencer à exploiter leurs ressources. Et aujourd'hui, la Russie est en train de s'inscrire dans cette dynamique pour voir, dans la mesure du possible, après la lutte contre l'insécurité, quelles sont les clauses contractuelles qu'elle pourrait avoir avec ces 3 pays. Donc, il y a des enjeux géostratégiques qui se dessinent à l'horizon. Et ensuite, pour juste clôturer cette phase-là, je rejoins un peu Maître au moment où il dit qu'il est très intéressant d'avoir des pays comme l'Algérie et la Mauritanie avec nous. Mais moi, je suis très pessimiste là-dessus. Parce que quand vous essayez de voir aujourd'hui, la Mauritanie, c'est pratiquement le seul pays où il n'y a pas d'attaque. Si on peut se permettre de le dire, aujourd'hui, on peut dire que la Mauritanie est presque le pays qui a plus ou moins pactisé, si on peut le dire, entre griffes, avec... ils ont quand même... si on peut le dire, un pacte de non-agression avec les groupes terroristes. Et quant à l'Algérie, aujourd'hui, l'Algérie veut se débarrasser de ces terroristes-là, les GSPC. Elle considère aujourd'hui la partie septentrionale du Mali comme un dépotoir de ces gens-là. Donc, si aujourd'hui l'Algérie veut venir, si on parvient à avoir l'Algérie, vous n'allez pas me croire, mais l'Algérie viendra lorsqu'on va lui donner la tête de l'Alliance. Chose que les 3 autres pays ne vont pas accepter. Voilà. Maître Konaré, comment réussir en tout cas à atteindre ces objectifs si cette alliance en tout cas a des pays voisins auxquels dont ils doutent un peu de la sincérité? Vous le disiez tantôt, il y a certains pays qui n'ont pas joué franc jeu lorsqu'ils étaient dans le G5 Sahel, alors que ces pays restent des voisins de ces 3 pays-là. Bon, il faut comprendre que l'Algérie a jusqu'à présent suivi une stratégie unique. Il consiste à utiliser le nord du Mali comme un déversoir de ses propres terroristes. C'est ça qui lui a valu d'être épargné par le terrorisme autour des Nigériens. Alors, l'Algérie avait une autre préoccupation, c'était de faire en sorte que la France ne prenne pas durablement pied au Sahel. Aujourd'hui que les 3 pays de la nouvelle alliance se sont débarrassés de la France, alors il va falloir s'asseoir avec l'Algérie pour définir une nouvelle stratégie. Est-ce que la nouvelle stratégie va consister à renvoyer les terroristes d'où ils sont venus, c'est-à-dire du Moyen-Orient et ailleurs, ou bien qu'il va falloir chasser les terroristes de manière qu'ils aillent s'installer dans les zones contrôlées par la France, c'est-à-dire les côtes africaines. Et je ne suis pas un oiseau de mauvaise augure, mais je pense qu'il va falloir aussi montrer à l'Algérie comment elle peut se préserver du terrorisme tout en renonçant à faire du territoire de ces 3 pays un déversoir de terrorisme. Voilà, donc ça demande une stratégie globale et concertée qui doit aussi inclure la Mauritanie. Parce que la Mauritanie semble avoir passé un pacte secret avec les terroristes qui l'épargnent de manière étrange, alors que tous les autres pays sont frappés. Donc il va falloir que l'Algérie, la Mauritanie, le Mali, le Niger et le Burkina passent
un accord commun et mettre sur pied une stratégie antiterroriste commune. Voilà, sans quoi l'Alliance sera confrontée à toutes les difficultés du monde. Parce que si les terroristes devaient trouver refuge en Algérie ou en Mauritanie, si les terroristes devaient pouvoir se ravitailler en hommes, en matériel et en pétrole, en essence, en Algérie et en Mauritanie, c'est comme si nous allions combattre des moustiques qui allaient renaître dans d'autres pays pour revenir. D'accord. Voilà, ce sera des coups d'épée dans l'eau. D'accord. Je vous invite à écouter Bakary Samb, qui est le directeur de Timbuktu Institute, un centre de recherche aussi, qui s'intéresse beaucoup au Sahel. Il fait son analyse sur la création de cette alliance des États du Sahel. Ces trois pays sont dans le processus de donner une base légale de défense mutuelle à leurs interventions, ce qui est un fait nouveau. En cas de rébellion, selon les termes de l'article 6, théoriquement, en fait, aujourd'hui, les soldats nigériens et burkinabés peuvent désormais suppléer les forces maliennes face aux groupes armés dans le nord du pays. Cet article 6 de la charte du Liptako Gourma fait figure de socle. Il n'est autre que l'équivalent de l'article 5 de l'OTAN. C'est une configuration inédite et un changement géopolitique majeur avec ce pacte kaki contre les autres membres de la CEDEAO. Ces trois pays, il faut le savoir, perçoivent désormais le principe de sécurité collective de la CEDEAO comme une menace stratégique contre eux. Cela constitue une régression marquante qui rend encore beaucoup plus complexe l'environnement sécuritaire régional. Le fait que trois pays sahéliens ayant exigé le départ des troupes françaises se coalisent revêt aussi une symbolique assez forte. Il s'agit d'une régionalisation du désaveu de la France. Cette alliance signe en outre la mort du G5 Sahel, dont s'est retiré Bamako depuis mai 2022. Alors, Ngolo Diarra, nous l'avons dit, cette alliance signe la fin du G5 Sahel, mais il disait aussi tantôt que cette alliance vise à faire face à la menace de la CEDEAO. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Oui, effectivement, c'est une réalité. Tout est parti de là. Tout est parti de là parce que, évidemment, les règles de la CEDEAO, vraiment, c'est très clair par rapport au changement anticonstitutionnel du pouvoir. Alors, donc, cette réalité était là. Il y avait des menaces qui planaient sur le Niger parce qu'après le Niger, bon, en réalité, on est à moins de 5 mois d'élections au Mali. Si, voilà, les difficultés sont là et que si on n'arrive pas à organiser les élections, alors la CEDEAO aussi peut prendre des décisions dans ce sens-là. Ça va vraiment poser d'énormes problèmes. Et c'est une façon vraiment de ces trois pays-là de montrer à cette communauté, on est là, nous, on vit bien, voilà, donc nous sommes là et on peut effectivement faire face à toutes sortes de menaces au nom du droit naturel de la légitime défense individuelle et collective. Donc c'est pourquoi, quand même, c'est nécessaire, et ce qui est en train de se passer, voilà, dans cette partie de l'Afrique, il faut quand même que les États arrivent vraiment à comprendre les choses, qu'au XXIe siècle, il n'est pas vraiment nécessaire encore qu'on envoie des bases militaires d'une puissance vraiment étrangère sur le sol africain. On doit vraiment s'émanciper dans le domaine vraiment militaire. Alors, mais en réalité, sur le terrain, il faut quand même, c'est pas Paris seulement qui est présent et l'Amérique. Alors, si on restait avec la CEDEAO, donc à vous entendre parler, il faut s'attendre à ce que les relations entre ces trois pays et la CEDEAO se détériorent davantage. Non, il faut que ça se détériorise. Il faut que vraiment la CEDEAO, et même parce que ça déjà, la CEDEAO peut vraiment se profiter en réalité de ce qui est en train de se passer ici. Il est bon pour ces États-là de réfléchir à nouveau pour revenir dans ce qu'on appelle la légalité. C'est-à-dire que rentrer dans l'ordre constitutionnel. Alors donc le Mali a fait un grand pas. Le Mali a pu avoir des textes juridiques en la matière, un texte fondamental. Et tout est en train de faire pour retourner dans l'ordre constitutionnel normal. Et évidemment, la CEDEAO peut s'accaparer de cela en se joignant d'eux, voilà, bon, pour trouver vraiment des solutions à cette histoire du terrorisme. Mais le Mali aujourd'hui fait face vraiment à
des éléments très très sérieux, surtout le Mali a 800 000 km² qui sont vraiment qui sont menacés par les groupes armés séparatistes. Et ça, c'est un phénomène vraiment à craindre et que le Mali n'a plus droit à l'erreur. Le Mali n'a plus droit à l'erreur. Tout doit être fait pour vraiment recouvrir l'intégrité territoriale en la matière. Bon, ces difficultés quand même qui sont là, c'est très clair. C'est très clair. Les Nations Unies sont très claires sur là-dessus. Il n'y a vraiment pas de problème. Et même l'alliance là peut être acceptée par les Nations Unies. Mais la difficulté, ça va se faire avec l'Union africaine, l'organisation régionale, la CEDEAO, parce qu'en réalité, ceux-ci ne reconnaissent pas vraiment des dirigeants ici vraiment de coup d'État. Mais si ces pays arrivent à travailler bien et retourner dans leur constitutionnel normal, et ces pays-là peuvent vraiment revenir dans l'organisation sous-régionale, se donner la main vraiment pour vraiment chasser le terrorisme de chez nous. Mais il faut quand même, une chose quand même est claire, c'est des militaires qui sont vraiment à la tête. Et ça, ils sont ici vraiment du coup d'État. Les craintes sont déjà là. Et vous allez voir que s'ils sont en train de se battre pour vraiment sécuriser leur territoire, vous trouverez que d'autres seront dans leur rang qui vont se dresser contre eux. Ça veut dire tentative de coup d'État, etc. Donc il faut vraiment qu'on sorte de cela et caler la situation vraiment et travailler et chercher à vraiment mettre les éléments vraiment universels sur place vraiment pour qu'on rentre dans ce que, entre guillemets, l'autre appelle l'histoire universelle. Alors, si sur le plan sécuritaire, cette alliance pourrait être une réussite, pourrait contribuer à réduire en tout cas l'insécurité dans la région, sur le plan politique, Paul Oula, comment vous voyez la suite de l'évolution des choses? Est-ce que ça risque de compliquer les relations de ces pays avec leurs voisins de la sous-région? Bon, actuellement, le fait que ces trois pays sont dans le coup d'État, naturellement, ça va un peu compromettre les relations diplomatiques entre ces trois États avec les organisations internationales et régionales, notamment avec la CEDEAO, l'Union africaine et même l'ONU aussi. Est-ce que vous avez vu ça? Ça, c'est un problème. Maintenant, la survie de cette organisation va dépendre de deux choses. La première chose, la capacité de mobilisation des ressources des ressources financières pour essayer de prendre à bras le corps cette question terroriste. Parce que vous savez, dans l'article 10 de cette charte-là, il est question que ce sont les États membres qui cotisent. Ça, c'est un élément très intéressant. Alors, l'autre élément, c'est que si cette alliance ne parvient pas à avoir des impacts positifs en un laps de temps, d'ici l'organisation des élections, alors il faudra s'attendre à la fin de cette alliance. Parce que les présidents qui seront élus démocratiquement après cette transition, si ces dirigeants voient que l'organisation en question n'a pas pu produire des effets positifs, il y a certains qui vont se retirer. Donc il faudra y craindre, il faudra faire de telle sorte qu'aujourd'hui, on puisse avoir, en un laps de temps, un résultat positif, palpable sur les théâtres d'opération. Voilà. Mais est-ce que cette alliance peut produire des résultats positifs en un laps de temps, quand on connaît l'énormité des défis? Oui, il y a de fortes chances. Parce que aujourd'hui, on peut se permettre de se dire, sans embâche de se tromper, qu'il y a une puissance qui est derrière ces trois États-là. C'est la Russie. La Russie. Il faut le dire, c'est une réalité, c'est indéniable. Alors, elle fera de telle sorte que l'échec que ses concurrents ont essuyé au Sahel, que cet échec soit une leçon pour elle. Est-ce que vous avez vu? Donc, à partir de là, on peut dire que ces trois États peuvent avoir quand même aujourd'hui des résultats en un laps de temps. Il faut aussi comprendre que ces trois États traversent à peu près les mêmes crises conjoncturelles. Ces trois pays sont des pays pauvres. Les deux pays, le Mali, le Niger et le Burkina, ont à peu près 3 000 et quelques milliards. Le Mali a 2 000 et quelques milliards. Ça fait à peu près 8 000 et quelques milliards. Et les populations, si on essaie de voir, c'est dans les 112 millions. Et la superficie en tant que telle, c'est dans les 2 millions et quelques. Ce qui veut dire aujourd'hui que les recettes qui sont aujourd'hui proposées par la Russie est un peu en adéquation que les anciennes
que les anciens partenaires. Parce qu'aujourd'hui, en un laps de temps, ces 3 pays parviennent à se réarmer, à se restructurer et avoir aussi cette mobilité sur le plan stratégique à neutraliser les forces issues des rangs des terroristes, ce qui veut dire aujourd'hui qu'on peut dire que cette alliance peut quand même avoir, selon moi, des résultats escomptés d'ici quelques temps. D'accord. Maître Cheikh Oumar Konaré, sur le plan militaire et sur le plan sécuritaire, ces 3 pays peuvent bien s'appuyer sur la Russie, mais dans les autres domaines, quelle stratégie peuvent-ils trouver pour essayer de parer à toute autre difficulté? Vous savez, il n'y avait pas le fait que le Mali, par exemple, décide de se ranger derrière la Russie après la chute de l'État était une obligation, parce que sans cette politique, le Mali n'aurait pas pu s'armer. La France n'allait jamais permettre au Mali de s'armer, parce que la France a pu allier les groupes rebelles avec lesquels elle a obligé le Mali de négocier cet accord sur les rangs d'Alger de 2015. Et la France était obligée de mettre un bémol à l'armement du Mali pour que ces groupes armés ne se sentent pas menacés par la montée en puissance de l'armée malienne. Maintenant, cette politique a produit ses fruits, parce qu'aujourd'hui, nous avons des blindés, des avions et tout. Maintenant, une fois que nous aurons sécurisé notre territoire, une fois que les 3 États auront sécurisé leur territoire, eh bien, avec l'aide de la Russie, il n'est pas exclu que ces 3 pays renouent avec l'Occident. Parce que, mais ce sera une nouvelle politique fondée sur le gagnant-gagnant et non pas sur une situation une relation de maître à esclave comme c'était le cas avant. Il est plus facile aujourd'hui de renouer les relations avec l'Occident sur des bases équilibrées que ce n'était le cas avant. Avant, on ne pouvait même pas en parler sous fait d'être balayé à l'instigation du pouvoir, à l'instigation des puissances occidentales. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On est libéré du poids des Occidentaux. Maintenant, on peut reprendre les relations avec eux sur des bases plus saines. Alors, est-ce que la façon dont cette relation s'est rompue peut faciliter le retour en tout cas, de ses partenaires? Non, c'est des simples querelles de ménage. Ne croyez pas que la France ou bien les États-Unis vont nous garder des dents comme une ex-épouse garderait des dents contre son mari. C'est-à-dire, c'est une affaire d'intérêt. Ce n'est pas une affaire de sentiment. Les Français savent qu'ils ont besoin de quelque chose au Niger, au Mali ou au Burkina. Eh bien, ils avaient pensé pouvoir le ramasser sans nous considérer. Si on leur montre qu'ils peuvent toujours continuer à le ramasser, mais cette fois-ci, en tenant compte de telle ou telle limite, mais ils ne vont pas hésiter à revenir. Donc, ce n'est pas comme une querelle entre un mari et une femme. D'accord. Alors, certains présagent que cette alliance, en tout cas, dans l'avenir, la prochaine étape pourrait être le retrait de ces pays-là de la CEDEAO. Qu'est-ce que vous en dites? C'est possible? De toutes les façons, moi, ma position a toujours été que le Mali se retire de la CEDEAO, parce que la CEDEAO n'est qu'un instrument d'influence des puissances occidentales. La CEDEAO projette des guerres par-ci, par-là, uniquement parce que les Occidentaux l'ont décidé. Hein? Donc, moi, je ne suis pas d'avis que la CEDEAO puisse servir l'Afrique aujourd'hui. La CEDEAO doit être dissoute. Toute union doit être fondée aujourd'hui principalement sur des intérêts sécuritaires et ensuite sur des intérêts économiques. D'accord. Maintenant, la CEDEAO se fiche pas mal de la sécurité. Sinon,
aujourd'hui, aurait trouvé déjà que la CEDEAO avait mobilisé des moyens militaires pour aider le Mali, le Niger et le Burkina. Elle n'en a strictement rien fait. Elle n'est là que pour réagir quand on renverse un chef d'État proche de la France ou proche des États-Unis. D'accord. Ngolo Diarra, cette alliance, est-ce que sa prochaine, en tout cas, étape pourrait être de demander le retrait de ces trois pays-là de la CEDEAO, comme s'en inquiètent certains déjà? Bon, très scientifiquement, vous savez. L'exclure. Ouais, non, exclure quoi? Cette vous savez, possibilité. Je suis dans la logique de Modibo Keïta et de Gamal Abdel Nasser. En réalité, on ne peut pas gagner la guerre contre l'impérialisme, contre le néocolonialisme si l'Afrique n'est pas vraiment unie. Alors donc il faut vraiment travailler sur le panafricanisme. Il y a l'abbé Saint-Pierre qui avait écrit projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe. Il a dit aux États européens de se réunir et éviter la guerre entre eux. S'ils doivent faire la guerre, ils doivent faire la guerre contre leur ennemi commun. Ça, on était au XVIIIe siècle. Bon, les Modibo Keïta ont travaillé dans ce sens aussi. Il faut vraiment que l'Afrique arrive à se donner la main. Donc maintenant, si on part de façon fragmentée comme ça, vraiment, ça serait difficile. Il faut craindre d'autres conférences de Berlin. Il faut craindre d'autres conférences de Berlin. Bon, maintenant, d'autres disent là-bas, bas l'Union africaine, bas la CEDEAO, vive ceci. C'est pas bien. Il faut venir vraiment défendre vraiment les idéaux panafricanistes. Donc vous n'êtes pas d'accord avec Cheikh Oumar Konaré? Bon, évidemment, chacun a ses opinions, mais de toutes les façons, on ne peut pas aller comme ça en rang dispersé pour dire qu'on peut gagner la guerre contre l'impérialisme et le néocolonialisme. C'est pas possible. Donc, il faut vraiment travailler sur l'Union africaine. Il faut vraiment créer une organisation régionale à vocation militaire en Afrique. Il faut repositionner l'Afrique vraiment dans la mondialisation. Vraiment, c'est ce qu'il faut vraiment dire, qu'il faut vraiment chercher vraiment à travailler scientifiquement. Maintenant, le coup d'État, il faut vraiment chercher des moyens pour l'éviter. Par exemple, ceux qui sont là aujourd'hui sont en train de se battre. Vous verrez que d'autres veulent venir en réalité. Vous imaginez, quand on prend le Niger par expérience, c'est un pays de coup d'État. Vous avez depuis Djori Amani, Ali Chebou, jusqu'à IBM, Ibrahim Baré Manassara. Il a été sauvagement abattu par l'arme où on se sert pour abattre un char. Évidemment par Wanké. Donc c'est comme ça, il faut craindre. Le droit le plus fort n'arrange même pas le plus fort, en plus raison que le plus faible. Donc il faut vraiment qu'on travaille scientifiquement sur nos organismes et rendre nos organismes vraiment, faire en sorte que l'organisme ne soit tombé dans les mains d'une puissance impérialiste. Alors donc il faut vraiment travailler dans ce sens. L'Union européenne, alors l'Europe s'est détruite 2 fois. Première guerre mondiale, Seconde guerre mondiale. Après ça, l'Europe s'est reconstruite, s'est donné la main, créer des monnaies uniques et continuer encore à concurrencer l'Afrique. Vraiment, on doit vraiment sortir dans ces situations et travailler. Peut-être que l'alliance est un début, peut-être que c'est un début. Alors, Paul Oula, comment vous voyez l'avenir de cette alliance dans une sous-région au sein de la CEDEAO? Bon, aujourd'hui, quand même, la conjoncture politique et sécuritaire est conçue de telle sorte qu'il y a une dichotomie totale entre cette alliance et la CEDEAO. La CEDEAO, quand on essaie de voir, elle est contre les coups d'État. Alors, si ces 3 pays qui ont tous fait des coups d'État et qui s'allient aujourd'hui, c'est une potentielle menace pour la CEDEAO, qui, à l'époque, était prête à intervenir militairement au Niger. Ensuite, sur le plan politique, il faudra voir cette alliance comme une OTAN bis. Oui. Et ensuite, à partir de là, moi, je pense aussi que ces 3 pays aujourd'hui ont décidé de s'unir pour construire un bloc afin que les autres puissent, c'est-à-dire les rejoindre. Comme, voilà. Cela est clair. Voilà, cela est clair. Il faut quand même noter que voilà, c'est parce que... aucune base juridique. Voilà. Aucune base juridique pour faire la guerre contre le Niger. Alors donc, si la guerre doit se faire, il faut passer au Conseil de sécurité. Voilà. Ça, scientifiquement, c'est clair, hein? C'est très clair. Hein? D'accord, voilà. On laisse Paul Oula poursuivre. Et ensuite, quand vous allez voir, cette alliance s'est dotée militairement d'une institution forte. Tel n'était pas le cas avec l'Union africaine. L'Union africaine avait ce qu'on appelle la FAA, la Force africaine en attente, mais cette force comme impact, c'est 0. Prenez le cas de la CEDEAO, c'est l'ECOMOG.
en tant que ça n'a pas réussi. Et les dispositifs institutionnels militaires qui devraient réellement concurrencer les autres, là, c'était le CEMOG. Et ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, à travers ça, moi, je pense que ces 3 pays peuvent aujourd'hui former un bloc pour faire face non seulement aux menaces internationales, mais aussi former un bloc pour, c'est-à-dire se positionner sur le plan mondial à renégocier ce qu'on appelle les contrats de développement avec les autres pays. Parce qu'aujourd'hui, comme j'ai dit à l'entente de mes propos, ces 3 pays sont immensement riches. Toute puissance qui viendra aujourd'hui signer des contrats avec ces pays-là pour exploiter les ressources naturelles, alors il faut que ces 3 pays-là soient consentants. Je pense que c'est ce qui se dessine à l'horizon. Et au fil des années, je pense que c'est ce qui va se passer. Alors, vous parliez tantôt d'une OTAN bis. Il y a un article de cette charte quand même qui ressemble beaucoup à un article de l'OTAN. Oui. Lorsqu'on dit que lorsqu'un des pays est agressé par une rébellion, par exemple, ou autre, que les autres pays peuvent venir au secours, intervenir directement. Maître Cheikh Oumar Konari, pensez-vous qu'avec cette disposition dans la charte, ce sera la fin de l'instabilité dans ces 3 pays-là? Mais c'est l'idéal. Et d'ailleurs, je pense que si nous en sommes encore là, c'est parce que ces groupes rebelles ont toujours bénéficié de soutien en Occident et même au niveau de l'Union africaine. On les considère comme des gens qui sont persécutés, etc., des gens qui sont pauvres et qui doivent être aidés obligatoirement, avec qui l'État doit négocier obligatoirement. C'est parce qu'ils ont des sympathies à l'étranger que ces petits groupes armés-là parviennent à tenir tête à des États entiers. Donc, l'alliance qui vient d'être formée, vraiment, moi, j'y crois beaucoup. Il faut simplement que l'Alliance puisse définir avec l'Algérie et la Mauritanie une stratégie commune. Et personne d'autre ne pourra dire non à ce que décidera cette alliance si elle parvient à convaincre l'Algérie et la Mauritanie de la rallier. Mais est-ce qu'on pourrait compter sur ces 2 États quand on connaît les enjeux? Si nous-mêmes commençons à produire avec des moyens endogènes des résultats concrets, l'Algérie et la Mauritanie seront obligés de prendre le train en marche. Mais si nous ne produisons aucun résultat et que nous sommes là en train de chialer, de ne rien faire comme le G5 l'a fait, personne ne nous prendrait au sérieux. Donc il faut dès à présent se mettre au travail, produire des résultats. L'Algérie n'aurait aucun intérêt à affronter 3 États unis. D'accord. Maître Cheikh Oumar Konari, merci quand même d'avoir participé à cette émission. Nous sommes pratiquement au terme de ce débat. Nous terminons avec vous, Ngolo Diarra. Comment faire en sorte, en tout cas, pour la dernière fois, je pose cette question, pour que cette alliance ne connaisse pas le même sort que les autres organisations qu'on a vues auparavant. Effectivement, les pays de l'alliance n'ont pas d'autre choix que de se donner la main et faire face à cette situation. Ça, c'est très clair. Et surtout le cas du Mali. Alors, ça arrange beaucoup le Mali. Et si les 2 autres États vraiment coopèrent bien avec le Mali, la question de l'Azawad, vraiment, ça doit être traité scientifiquement. Et bon, tenter de mettre l'accent. En tout cas, l'Azawad n'est pas reconnu par l'Union africaine, ce n'est pas reconnu par la CEDEAO. Et d'ailleurs, ces organisations sont pour l'intégrité territoriale. Donc, il s'agit vraiment de faire des ménages pour faire en sorte que le Mali puisse vraiment recouvrir sa souveraineté sur tous ces territoires. Ok, et c'est ce qui met fin à ce grand dialogue d'aujourd'hui. On parlait de l'alliance, la nouvelle alliance des États du Sahel, la signature de la charte du Liptako Gourma instituant cette nouvelle alliance a été faite ce samedi par les chefs d'État du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Quel avenir pour cette alliance sera-t-elle?
Enfin, la solution à l'insécurité dans cet espace, quelles relations elle pourrait entretenir avec les États voisins. Nous étions avec Ngolo Diarra, enseignant-chercheur à la FSAP et analyse politique, Paul Oula, analyse politique également, Maître Cheikh Oumar Konaré, également analyse politique. Ce grand dialogue a été mis en onde par Adjiratou Traoré. À la régie vidéo, il y avait Salim Diouara. Sekou Gadjigo vous l'a présenté. Merci à toutes et à tous. On se retrouve demain pour un autre débat.